Bonjour à tous et à toutes à cette nouvelle session pour aujourd'hui avec comme invité l'économiste Agnès Benassi-Kéré. Bonjour. Vous êtes spécialiste de l'économie européenne, membre du Cercle des économistes et ancienne présidente déléguée du Conseil d'analyse économique, l'organisme chargé d'appuyer les réflexions gouvernementales en matière d'économie. Revenons rapidement sur votre riche parcours. Il n'est pas nécessaire, a priori, de vous présenter cet amphi, puisque, après avoir été diplômé en 1987 de l'ESCP Europe, vous avez soutenu une thèse en 1992, ici même, à l'Université Paris-Dauphine, avec comme thème la détermination des taux de change dans un modèle macroéconomique multinational. Brillante, vous êtes la première lauréate du prix du jeune économiste de France en 2000. Vous avez ensuite travaillé au ministère des Finances et de l'Industrie et enseigné notamment dans les universités de Cergy-Pontoise, Lille 2 ou encore à l'École Polytechnique. Vous êtes aujourd'hui professeur à la Paris School of Economics, dépendant de l'Université Paris 1. Spécialiste de l'économie européenne, vous signez régulièrement des tribunes et vous avez écrit de nombreux ouvrages sur la question, comme Économie de l'euro, revenant sur le fonctionnement de la monnaie unique, ou encore un livre devenu référence, Politique économique, qui revient sur l'efficacité de la politique budgétaire et le rôle des États dans l'économie. Vous plaidez notamment pour un plan européen d'investissement en capital humain et pour une union bancaire qui donnerait de nouveaux leviers d'action aux États dans l'éventualité d'une nouvelle crise qui toucherait l'Europe. Enfin, vous avez animé pendant plusieurs années une chronique sur France Culture, Les idées claires d'Agnès Benassi-Kéré. Étant donné votre expertise sur les questions européennes, vous êtes la personne idéale pour mettre nos idées au clair sur ces questions. Nous aborderons notamment des questions autour de l'avenir de l'Union européenne, son budget, et nous aborderons enfin, pour terminer, la zone euro. Merci. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc, alors l'idée de cette session, c'était de ne pas vous faire un discours sur l'Europe, mais de partir de vos questionnements sur l'Europe, de manière à essayer de lever un peu des ambiguïtés et à vous donner des éléments pour continuer votre réflexion. C'est un exercice plus difficile. Merci à tous ceux qui ont envoyé des questions. Et donc, nous allons essayer d'y répondre partiellement. Donc les questions sont nombreuses, mais on va essayer d'en aborder un maximum. Donc comme premier thème, l'avenir de l'Union européenne comme puissance politique, commerciale et industrielle. On va donc commencer avec la question d'Alice Malak. Il faut donner beaucoup de questions à la fois. Très bien, donc je vais vous citer quelques questions et je vous laisserai ensuite la parole. Donc tout d'abord la question d'Alice Malak, je cite, « Vu l'urgence climatique, l'avenir de l'Union européenne ne devrait-elle pas passer par une politique environnementale à la hauteur des enjeux ?» La question de Sana, l'avenir politique de l'Union européenne ne serait-il pas plus envisageable si elle s'affirmait fermement face au protectionnisme de Donald Trump? La question de Madia, peut-on craindre une contagion du Brexit vers d'autres pays de l'Union européenne? La question de Joseph Haussmann, selon vous, l'avenir politique de l'Union européenne est-il compatible avec la montée des populistes en Europe? Merci beaucoup. Je pense qu'en fait, ce sont des très bonnes questions que vous avez envoyées, et donc c'était difficile de choisir. Heureusement, certaines se recoupaient. Donc on a un premier groupe de questions qui portent sur l'Union européenne, son avenir, la place de l'Europe dans le monde, et pourquoi finalement l'Europe n'arrive pas davantage à peser sur les affaires du monde, dans différentes directions. Je vais peut-être commencer par un peu savoir si l'Europe est trop grande, trop petite. Les pays d'Europe de l'Est sont rentrés dans l'Union européenne, il y a eu un élargissement, plusieurs élargissements. Je pense que les économistes n'ont rien à dire là-dessus. C'était le sens de l'histoire. C'était impossible qu'ils ne rentrent pas, et donc il faut faire avec. Qu'on soit d'accord ou pas, il faut faire avec. Bon, maintenant, ce sont des pays qui n'envisagent pas du tout de quitter l'Union européenne. Vous avez en Hongrie, qui est réputée pour être eurosceptique, il n'est pas question de quitter l'Union européenne. L'Union européenne apporte des transferts, apporte la politique agricole commune, apporte de la croissance. Les pays d'Europe de l'Est ont beaucoup cru. Si vous regardez le taux de croissance de la Pologne depuis les années 90, si vous comparez avec l'Ukraine, c'est incroyable la différence. Alors il n'y a pas que l'appartenance à l'Union européenne qui diffère, mais c'est incroyable. Maintenant, est-ce qu'au sein de l'Union européenne, on ne va pas avoir une différence plus marquée
dans le futur, entre un groupe du centre, le cœur, qui serait la zone euro, et puis le reste de l'Union européenne, qui participerait moins. Par exemple, on pourrait imaginer que l'Union européenne, donc large, soit essentiellement un grand marché et que les politiques actives se recentrent sur le cœur de la zone euro, ce qui supposerait d'ailleurs de rapatrier une partie du budget UE vers zone euro, ce qui n'est pas dit sous cette forme-là dans le débat, puisque pudiquement, on va parler tout à l'heure, budget zone euro, sans du tout réfléchir à éventuellement démanteler le budget UE, si on considère qu'il ne marche pas. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, par rapport au populisme, donc, je pense qu'il y a un tournant que l'Union européenne doit prendre, qui est un tournant d'une Europe des peuples, en quelque sorte, des travailleurs en tout cas. En Europe de l'Est, on a beau être contre l'immigration, il y a un énorme problème de main-d'œuvre. Le problème de main-d'œuvre existe aussi en Europe de l'Ouest. Et donc, il faut revenir à la raison sur l'immigration et organiser l'immigration de travail. Et faire de l'Europe un grand marché du travail, au sens positif du terme, un marché des opportunités. Donc, c'est pour ça que je parle aussi d'investissement dans le capital humain. Peut-être qu'on a aujourd'hui plus besoin d'investir dans le capital humain que dans le capital physique. Et quand il n'y a pas assez d'infirmières en Europe, eh ben, ça ne sert à rien de se les arracher. Il faut en former plus. Et donc l'Europe a peut-être un rôle à jouer pour plus de compétences dans les domaines dont on a besoin cruellement dans toute l'Europe. Et également favoriser la mobilité, aider les gens à bouger avec des bourses de mobilité pour apprendre les langues notamment. Et la reconnaissance des diplômes effectifs, pas seulement dans le droit, mais dans les faits. Et également une protection. Mais ça vient dans un paquet. C'est-à-dire qu'on partira peut-être tout à l'heure d'assurance chômage européenne. Pour moi, ça vient dans un paquet. C'est un paquet de Europe des opportunités professionnelles et avec une protection qui va avec, mais qui est un élément dans un bloc. Donc je pense que si on arrive à proposer aux Européens des initiatives concrètes qui les touchent au cœur, comme Erasmus change la vie des étudiants, je ne sais pas s'il y a des Erasmus dans la salle, il faudrait que l'Europe change la vie des travailleurs de manière individuelle, une meilleure protection. Lors de la crise financière mondiale, aux États-Unis, le système fédéral, l'État fédéral, a provisoirement allongé la période d'assurance chômage de 26 semaines à 99 semaines. Et je pense que les travailleurs, enfin les chômeurs qui en ont bénéficié, c'est concret pour eux. C'est vraiment concret. Et je pense qu'il faut qu'on multiplie les initiatives comme ça. Alors, il y a eu plusieurs choses sur la politique industrielle, et notamment, après l'échec, le refus de la Commission européenne de valider la fusion entre Alstom et Siemens. Il y a beaucoup de récriminations en France, et il y a un retour un peu de l'idée de faire une politique industrielle. Je pense qu'il y a une certaine... Bon, je ne suis pas compétente pour dire si c'était une bonne fusion ou pas. Je ne vais pas juger sur le fond du dossier. Je pense que quand on parle de politique industrielle, il ne faut pas voir qu'un côté de la pièce, de création de champions. La concurrence en Europe, c'est très important. Les gens ne se rendent pas compte. C'est bien sûr du pouvoir d'achat, mais c'est aussi de l'innovation, de l'investissement. On commence à voir maintenant que grâce à une politique de concurrence plus stricte en Europe qu'aux États-Unis, eh bien, il y a plus d'investissements en réalité en Europe qu'aux États-Unis. Et réduire la concurrence, ça peut avoir comme conséquence un affaiblissement des industries en aval. On oublie que l'Europe est une économie de services essentiellement, donc avec des salariés qui prennent le train pour aller voir des clients. Et augmenter le prix du train, ça c'est vraiment un moyen très massif de détruire des emplois dans les secteurs des services. Donc voilà, la politique industrielle, c'est pas seulement avoir des entreprises qui soient susceptibles de se battre au niveau international, mais c'est aussi en interne favoriser l'éclosion des activités. Alors ça ne veut pas dire maintenant que l'Europe doit se faire marcher sur les pieds. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, que l'Europe a été trop timide. Donc il y a deux choses, il y a en Europe et puis à l'extérieur. Donc en Europe, on a des outils, les codes de marché public pour interdire l'accès à des entreprises qui ne jouent pas le jeu. Et à l'export, on a également un arsenal qui est de l'OMC qui n'est pas complet, qu'il faut compléter. Ça me permet de faire le lien avec Trump, parce que ce qui est très délicat avec Trump, c'est qu'au fond, on est d'accord,
par rapport à la Chine. On est d'accord que la Chine ne joue pas le jeu de la concurrence internationale. Mais bon, les méthodes ne sont pas les mêmes. Les Européens aimeraient bien faire évoluer les règles de l'OMC, alors que Trump a une méthode plus directe et bilatérale. Mais voilà, donc je pense aussi qu'en Europe, on peut faire des choses aussi pour rendre nos entreprises plus fortes en finalisant le marché unique, qui n'est pas finalisé, le domaine des services, du digital. Et enfin, il y a effectivement un sujet de souveraineté industrielle, on le voit, mais c'est peut-être plus dans le domaine des télécoms, par exemple, on le voit, avec le risque de monopole chinois sur les équipements de télécom. Et donc, et là, je pense que la Commission européenne peut beaucoup plus nous aider, comme ça a été le cas quand par exemple, Airbus, qu'on cite toujours, a été créé. Airbus s'était créé pour faire de la concurrence face à Boeing, pas pour détruire de la concurrence. Donc, ce n'était pas tout à fait la même chose. Alors, je finis peut-être par le climat. Donc, en effet, l'Union européenne doit se mettre ensemble pour agir sur le climat, et pour l'instant, les résultats sont très médiocres. Maintenant, l'idée de déverser de l'argent, d'un grand plan d'investissement sur le climat sans rien d'autre, ça me paraît totalement irréaliste et inefficace. Tant que les Européens ne sont pas d'accord pour monter le prix du carbone dans tous les pays européens, aujourd'hui, on a un prix implicite du carbone qui est extrêmement faible en Europe. Il faut que le secteur privé puisse embrayer sur le secteur public. On ne peut pas déverser de l'argent sans que les incitations derrière ne soient pas là. Et si les incitations derrière sont là, à ce moment-là, au contraire, effectivement, le taux d'intérêt très bas permet de faire émerger des investissements rentables. Mais est-ce que les différents Européens, justement, avec les différents pays européens, avec toutes leurs différences économiques, culturelles, peuvent se mettre d'accord sur des sujets comme le climat? Est-ce que tous ensemble, ils peuvent arriver à une position unique, ou est-ce qu'il n'y a pas finalement trop de différences entre eux? Moi, je ne pense pas. Je pense que tout le monde est d'accord. Simplement, une fois quand il s'agit de mettre en œuvre, regardez en France, hein, on n'a pas tellement de conseils à donner, on n'a pas tellement de leçons à donner aux autres. On va maintenant aborder un deuxième volet de questions, donc les politiques budgétaires, fiscales et les inégalités en Europe. Donc, il y a eu également beaucoup de questions sur ce sujet-là, notamment des questions sur l'avenir politique. Donc, quel avenir politique peut avoir une union qui accepte que ses pays membres ne respectent pas les critères du pacte de stabilité, critères d'un pacte qu'elle a elle-même fixé? Des questions également, donc, toujours en matière de fiscalité, sur cette liste noire. La liste noire trop restreinte des paradis fiscaux dressée par l'Union européenne ne signifie-t-elle pas un manque de volonté dans la lutte contre l'évasion fiscale? Et est-ce que finalement c'est un bon signe pour son avenir politique? Toujours sur les questions de fiscalité, la France et certains pays de l'Union européenne sont frappés par une crise de légitimité du système fiscal et de la redistribution. Comment l'Union européenne peut-elle converger vers un système fiscal harmonisé et plus juste? Merci. Alors, je vais peut-être commencer justement par cette question de la fiscalité, puis arriver au budget, puisque ça nous enchaînera sur les sujets zone euro. Donc, si on regarde l'évasion fiscale, alors c'est pas très facile à mesurer. On a grosso modo dans l'Union européenne 50 milliards d'euros qui est la TVA. L'impôt sur les sociétés entre 20 et 70 milliards d'euros par an, hein, pour l'ensemble de l'Union européenne. Et l'impôt sur le revenu, environ 75 milliards. Donc si on additionne tout ça, c'est grosso modo 1% du PIB de l'Union européenne. On peut évaluer à grosso modo 1%, et ce n'est pas seulement les GAFA, hein, par exemple la TVA, c'est beaucoup les petites entreprises en réalité. Alors comment s'attaquer à tout ça? Donc il y a pas mal de projets en cours. Je dois dire que l'Europe là n'est pas pionnière. L'Europe a plutôt été suiveuse jusqu'ici. C'est-à-dire qu'il y avait un vieux projet d'échange automatique d'informations qui n'a pas été mis en œuvre jusqu'à ce que les Américains imposent l'échange automatique d'informations avec la Suisse. Et du coup, les Européens ont dit à la Suisse, vous ne pouvez pas faire aux Américains ce que vous refusez de nous faire à nous. Et ça a débloqué du coup le Luxembourg. Et maintenant, on a l'échange automatique d'informations. Mais c'est grâce aux Américains en réalité. Donc il n'y a pas de quoi être fier. Ensuite, la directive ATAD pour les entreprises, pour limiter
l'évasion fiscale, l'optimisation fiscale de la part des entreprises, donc la directive européenne qui est en train d'être mise en œuvre, ben là aussi, on était plutôt suiveurs, hein, parce que c'est une initiative de l'OCDE, BEPS. Donc voilà. Et maintenant, Trump a introduit une réforme fiscale avec de facto une forme d'impôt minimum par rapport aux pays étrangers. C'est-à-dire que si ces filiales ne sont pas imposées au minimum de 13%, à ce moment-là, ce sera imposé aux États-Unis à 13%. Bon, bah, voilà, ça nous donne des idées à nous aussi. On n'arrive pas en Europe, à cause de la règle de l'unanimité sans doute, à être un peu pionnier dans le domaine. Alors maintenant, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites. Il y a une proposition de directive européenne sur la présence numérique. Ça, je pense que c'est très important. Donc, vous savez que pour payer l'impôt sur les sociétés en France, il faut être une société. Ça paraît évident, mais voilà. Donc, il faut avoir une présence physique. La présence physique est déterminée par un certain nombre de choses. Et des entreprises numériques échappent à la présence physique. Et donc, il y a un projet de directive pour étendre la notion de contribuable à une entreprise qui aurait juste une présence numérique, qu'on définit également. Il y a des critères et qui permettraient de réclamer une part de l'impôt sur les sociétés en fonction de critères. Donc, il y a vraiment une réflexion là-dessus qui se fait au niveau européen et au niveau de l'OCDE. Je pense qu'il y a aussi deux choses très importantes en Europe. Ce sont les traités bilatéraux. On sait par exemple qu'il y a une fuite par les Pays-Bas de base fiscale. Et ça, c'est parce que les traités fiscaux bilatéraux ne sont pas harmonisés. Et c'est très incroyable parce qu'on a une politique commerciale commune, mais on n'a pas une politique extérieure fiscale. Il faudrait une politique extérieure fiscale commune, et ça, on n'a pas. Parce que chaque pays a son propre réseau de traités fiscaux bilatéraux pour empêcher la double taxation, ce qui est normal, mais on pourrait avoir, disons, un modèle unique de traité bilatéral. Et puis, l'autre chose, c'est, parce que les entreprises du numérique, très bien, mais il n'y a pas que les entreprises du numérique qui font de l'optimisation fiscale. Par exemple, moi, je prends toujours cet exemple de Starbucks, puisque c'est une entreprise, en fait, très traditionnelle, et qui déplace la base fiscale en faisant payer le prix de la licence, la marque Starbucks. Et évidemment, il n'y a pas de prix de marché, donc les règles de l'OCDE ne s'appliquent pas, et donc c'est très facile de déplacer la base fiscale. Et ça, il n'y a pas de solution tant qu'on ne revient pas sur une directive ancienne, qui est la directive sur les intérêts et royalties, qui permettrait d'imposer à la source les royalties, et qui permettrait d'équilibrer un peu. Donc il y a pas mal de choses, il y a beaucoup de débats. Je pense que les choses vont évoluer dans les années qui viennent. Au-delà, je pense qu'il va falloir qu'on débatte de mettre un taux plancher sur IS et sur l'impôt sur le revenu, et débattre aussi de la progressivité des impôts, parce qu'il y a une tendance à l'aplatissement des barèmes d'imposition, d'une moindre progressivité. Et je pense que si on ne fait rien, cette tendance va continuer, peut-être même s'amplifier, avec la mobilité du travail qualifié. Alors maintenant, sur les règles budgétaires, je pense que la question est très bonne. Est-ce qu'on peut garder des pays qui ne respectent pas les règles budgétaires ? On pourrait la renverser néanmoins et dire que finalement les règles budgétaires sont indispensables entre des pays qui ne sont pas en union politique. Parce que sinon on aurait un Parlement qui voterait le budget et le budget serait exécuté, etc. Et donc, c'est pour essayer de s'entendre. C'est un peu comme dans une copropriété. On n'est pas marié dans une copropriété, mais donc on a des règles. Il y a des règles qui s'imposent à tout le monde. Alors maintenant, comme ça ne marche pas très bien, alors les règles ne sont pas très bonnes. Donc, on n'a pas forcément fait le tour. Il n'y a pas qu'en Europe qu'il y a des règles budgétaires. Donc, je précise ça. Partout dans le monde, il y a des règles budgétaires. Parce qu'en France, on a tendance aussi à penser que les États sont souverains et sont sages, et donc ils ont raison lorsqu'ils font du déficit public. Mais ce n'est pas forcément le cas. Les gouvernements peuvent avoir l'idée de, par exemple, se faire réélire, et donc il y a des biais dans l'action publique vers plus de déficit. Alors, certains économistes disent, supprimons toutes les règles, le marché peut discipliner les gouvernements
en imposant, par exemple, comme ça a été le cas en Italie récemment, en faisant monter les taux d'intérêt quand le gouvernement fait des bêtises. Et ça, c'est pas non plus très sûr parce que les marchés peuvent se tromper, et pas seulement en Europe, ils l'ont montré notamment en Asie. Donc on a des failles politiques, on a des failles de marché, on a l'idée quand même qu'on ne peut pas faire de taxation sans représentation, donc il faut faire un budget européen, enfin zone euro, parce que là, le budget européen, il existe déjà, il y a un Parlement qui le vote, donc il n'y a pas de problème. Si on voulait faire un budget zone euro, il faudrait avoir une assemblée. Donc c'est pour ça qu'avec des économistes allemands, on avait proposé de faire plutôt un fonds, parce qu'un fonds avec des règles d'accès au fonds, et par exemple l'indemnisation du chômage, lorsque le chômage augmente beaucoup, de manière à pouvoir faire quelque chose, même si on n'a pas d'union politique, qui est quand même une perspective un peu lointaine. Et donc ça nous ramène d'ailleurs à cette idée d'union pour l'emploi. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à peu près aux questions. Et c'est cette règle sur l'unanimité au sein de l'Union européenne qui est nécessaire, l'unanimité de tous les États pour changer un certain nombre de choses. Pareil, pour vous, ce n'est pas un frein à tous ces changements-là ? Ah bah si, c'est un frein. Alors la Commission européenne essaye désespérément de débattre de ça et de faire en sorte que cette unanimité sur les questions fiscales soit levée, qu'on prenne des décisions à la majorité qualifiée. Mais je pense que d'ici les élections européennes, ce ne sera pas fait. On va passer maintenant au sujet de la zone euro. Donc, pour vous, donc, il y a des pays de l'Union européenne qui n'appartiennent pas à la zone euro et qui souhaitent adopter l'euro. Quels sont pour vous aujourd'hui les avantages pour un pays pour adopter l'euro ? Alors, ce qu'il faut dire d'abord, c'est que les pays baltes sont rentrés dans l'euro en pleine crise. Donc, ils n'ont pas eu peur, hein, même pas peur. Hein. Il y a des pays qui veulent encore rentrer dans l'euro. Par exemple, la Bulgarie a dit clairement qu'ils voulaient rentrer dans l'euro le plus vite possible. Et je vais peut-être vous surprendre là, mais je pense que c'est une mauvaise idée. Alors pourquoi c'est une mauvaise idée ? Si vous regardez les prix, le niveau des prix en Bulgarie, c'est la moitié du niveau des prix en moyenne dans l'Union européenne à 28. Et je pense que c'est encore moins si on compare à la zone euro. Donc si on fait un petit calcul de coin de table, on se dit la Bulgarie, les prix en Bulgarie vont converger vers la moyenne en 20 ans. Ben, vous faites le petit calcul, ça fait 2% d'inflation supplémentaire par an par rapport aux autres pays de l'Union européenne. Bon, on vous dit pourquoi pas, sauf que s'ils rentrent dans l'euro, ils auront le même taux d'intérêt que l'Allemagne et la France. Donc, et vous voyez les niveaux des taux d'intérêt aujourd'hui, ça veut dire qu'ils auront des taux d'intérêt réels, c'est-à-dire taux d'intérêt nominal moins l'inflation, négatif. Et ça, c'est très dangereux, on l'a vu avant la crise, c'est parce qu'un taux d'intérêt réel négatif, c'est plus je m'endette, plus je gagne. Et donc, c'est un pouce au crime pour les États, pour les ménages, pour les entreprises, pour les banques. Tout le monde s'endette à fond. Et donc c'est très dangereux, c'est ce qui s'est passé en Irlande, en Espagne. Donc pour cette raison, indépendamment du fait que éventuellement les cycles d'activité en Bulgarie peuvent être pas parfaitement corrélés avec ceux de l'Allemagne ou de la France, mais pour cette raison essentielle, qui est vraiment structurelle, je pense que c'est prématuré que la Bulgarie rejoigne la zone euro. Alors maintenant, est-ce que la question inverse, est-ce qu'il ne faudrait pas expulser certains pays de la zone euro ? Voilà. Et notamment, je crois qu'il y avait une question sur la France. Est-ce que la France ne pourrait pas sortir de la zone euro ? Donc ça avait été débattu pendant les élections présidentielles françaises. C'est assez surprenant que ce débat ait lieu en France, parce que s'il y a bien un pays qui a bénéficié de l'euro, c'est la France. Quand vous regardez l'évolution des taux d'intérêt de la France au cours du temps, ils ont suivi l'Allemagne, mais au-dessus. Il y avait toujours un écart. Et puis, quand la France est rentrée dans l'euro, hop, les taux d'intérêt français sont tombés au niveau allemand. Et puis, il n'y a plus enfin, les taux d'intérêt même à long terme, à court terme et à long terme. Et en fait, donc, avant l'euro, eh bien, les marchés pensaient plus ou moins que la Banque de France allait suivre la politique monétaire de la Bundesbank, mais il y avait quand même un risque de dévaluation, d'ailleurs un risque qui s'est produit. Et donc, ils demandaient un supplément pour couvrir ce risque. Ce risque ayant disparu, les taux d'intérêt ont tombé. Donc, les taux d'intérêt n'ont jamais été aussi bas en France. Donc, la France a véritablement bénéficié. Et alors, l'autre chose qui est très importante, si vous regardez les cycles d'activité en France, ils représentent très bien la zone euro. Alors que la France, c'est seulement 20% de la zone euro. L'Allemagne, c'est 25%. La France, c'est 20% de la zone euro. Et en fait, vous regardez les cycles, et c'est à peu près ceux de la zone euro. Donc, la politique monétaire de la BCE convient très bien à la France. Alors que la politique monétaire de l'Allemagne, que la France suivait avant,
convenait moins bien à la France. Donc vraiment, la France a bénéficié, et c'est surprenant que le débat sur l'euro arrive en France. Quand on regarde l'eurobaromètre, on voit, il y a une question, c'est est-ce que vous pensez que l'euro a bénéficié à votre pays? Donc c'est plutôt haut, hein, les 2 tiers des gens répondent oui. Et en France, c'est plutôt bas. On est presque au niveau de l'Italie. C'est seulement 59% répondent oui. Donc c'est assez surprenant. Et qu'après, quand on discute donc d'éventualité de quitter la zone euro, bon, d'abord chez la France, quitter la zone euro, je ne sais pas s'il resterait une zone euro après, mais bon, c'est une autre question. Pourquoi, en fin de compte? Pourquoi? Mais pour pouvoir dévaluer. Mais oui, mais dévaluer par rapport à qui? Et c'est là que ça devient compliqué. Dévaluer par rapport à l'Allemagne, peut-être, mais par rapport à l'Italie, sûrement pas. Donc l'Italie et l'Espagne, ensemble, c'est un marché plus grand que l'Allemagne pour la France. Donc est-ce qu'on gagnerait vraiment? Donc je trouve que ce débat est assez curieux. Alors maintenant, il peut y avoir des départs par accident. Donc en Grèce, la population a dit et redit qu'elle était attachée à l'euro. Mais la Grèce a failli sortir de la zone euro en 2015, on peut le dire. La Grèce était tenue à bout de bras par la BCE qui maintenait la liquidité des banques pour empêcher, parce que si les banques étaient devenues illiquides, c'est-à-dire si elles avaient été incapables de payer leurs dettes eh bien avec leurs réserves à la Banque centrale, eh bien la Grèce aurait été obligée de réintroduire une monnaie nationale pour éviter une catastrophe absolue de son économie. Et la BCE avait bien retenu ça. Et ce qui est très problématique, c'est que pendant plusieurs mois, la Grèce a été maintenue dans l'euro grâce à l'action des banques centrales, qui ne sont pas des autorités politiques, qui sont des autorités indépendantes. Donc on est un peu mal à l'aise du fait que ce sont des autorités indépendantes qui aient le doigt sur la gâchette. Alors maintenant, est-ce que la Grèce a bénéficié de l'euro ou a souffert de l'euro? Je pense qu'en France, on a un peu l'idée que la monnaie, c'est magique. On a la bonne monnaie, on aura de la croissance, tous les problèmes seront résolus avec la monnaie, ou on a la mauvaise monnaie et tout, on n'aura que des problèmes. Et la Grèce nous rappelle que la monnaie est une chose, mais l'économie, c'est quand même autre chose. Et si vous regardez l'évolution du PIB par habitant en volume, donc sans effet de prix, en volume, depuis les années 60 en Grèce, et vous rapportez ça à l'Allemagne, eh bien, c'est un scénario de divergence. Donc la Grèce n'a cessé de croître moins vite que l'Allemagne. Il y a eu de la croissance, mais moins rapide qu'en Allemagne. Et à l'intérieur de ce sentier de divergence de long terme, il y a une grosse bosse. Et cette grosse bosse, c'est l'euro. C'est la bulle et l'éclatement de la bulle. Bulle d'endettement, éclatement de la bulle d'endettement. Et on est retombé sur le sentier de divergence de long terme. Et ça dit tout, je trouve. C'est-à-dire que la monnaie peut être stabilisante ou perturbatrice dans le court et moyen terme, mais elle peut être, mais c'est pas elle qui va nous faire la croissance à long terme. La croissance à long terme, c'est la population, l'accumulation du capital, la productivité, les inventions. C'est ça la croissance à long terme. Et donc, je trouve ça important de le rappeler. Il y a aussi une question sur le nombre de pays adhérents à la zone euro. Est-ce qu'il faudrait le limiter, voire même le réduire, pour justement que cette politique monétaire soit mieux adaptée, même s'il y a toujours donc le risque d'entraîner une baisse du poids de l'euro dans les échanges mondiaux si on réduit le nombre d'adhérents à la zone euro? Oui, alors je pense que j'ai un petit peu répondu à la question en regardant si éventuellement des pays pourraient partir. Et puis il y a le départ par accident, puis il y a le départ mûrement réfléchi. Et je pense que le départ mûrement réfléchi n'aura pas lieu. Je pense que ce serait plutôt un départ par accident. Et notamment, j'ai très peur de ce qui peut se passer en Italie sur le long terme, puisque l'économie italienne a cessé de croître, elle est en décroissance maintenant. Et avec le volume de dette, voilà, il y a des inquiétudes très fortes sur est-ce que l'Italie va réussir à rester dans le bateau. Vous parlez de départ volontaire. Quelles vont être les conséquences pour vous du Brexit justement sur la zone euro? Alors, le Brexit, on va parler dans la session suivante. Le Brexit est une mauvaise nouvelle. Je pense que ça aura un impact négatif sur le reste de l'Union européenne. Il y avait une question sur est-ce que ça peut déclencher d'autres départs. Et en fait, je pense que plutôt non. C'est-à-dire que le Brexit a réveillé un peu les consciences sur qu'est-ce que c'est le marché unique, quelle est la valeur du marché unique, et notamment dans une période qui est très agressive avec du protectionnisme, avec beaucoup de tensions internationales.
L'Union européenne, le marché unique, pour les entreprises, c'est une ère de paix commerciale, où elles peuvent continuer à développer leur business sans craindre une hausse des droits de douane soudaines et liées à des modifications politiques. Et je pense que la valeur de ça a monté, en fait. Que les gens prennent conscience, et aussi la mobilité du travail et la mobilité des capitaux, bien sûr. Et donc, il y a des disparités aujourd'hui qui sont assez importantes et des inégalités entre les pays qui sont membres de cette zone euro. Comment par quels moyens l'Union européenne pourrait réduire ces disparités-là? Et est-ce qu'un renforcement de la zone euro est possible, notamment avec la création d'un budget qui serait spécifique à l'euro? Alors, sur la convergence, dans l'ensemble, les pays de l'Union européenne convergent. Il y a de la convergence en Europe. Alors, maintenant, ce qui s'est passé avant l'euro et après la crise européenne, c'est qu'on a des pays qui ont convergé de manière artificielle et qui, après la crise, ont de nouveau divergé en termes de PIB par habitant. Et également, il y a des divergences en termes de compte courant. Et là, je pense qu'il y a des dysfonctionnements européens qui vont bien au-delà des questions budgétaires qu'on a discutées. On a une asymétrie des ajustements dans la zone euro qui est vraiment problématique aujourd'hui, puisqu'on voit que des pays qui avaient des gros déficits extérieurs avant la crise, comme l'Espagne ou le Portugal, se sont ajustés, mais se sont ajustés par un effondrement de la demande. Donc quand la demande s'effondre, les importations baissent et le solde commercial se redresse. Et pendant ce temps-là, les pays du Nord, l'Allemagne, les Pays-Bas, pour ne pas les nommer, n'ont pas réduit leurs excédents, ils ont plutôt augmenté les excédents. Et si vous avez en tête que l'excédent commercial, c'est un excès d'offres par rapport à la demande, ben si tout le monde va en excédent, on a un biais déflationniste dans la zone euro, comme il y avait dans les talons or. Et c'est un peu triste de se dire qu'on a fait tout ça pour se retrouver avec les mêmes problèmes que les talons or. C'est-à-dire que le poids de l'ajustement repose sur les épaules des pays qui sont en déficit. À l'époque, c'est ceux qui avaient besoin d'or. Mais en fait, on a un peu le même problème aujourd'hui dans la zone euro. Et ça, malheureusement, il y a quelques outils qui ont été mis en œuvre, donc notamment le semestre européen, la procédure pour déséquilibre macroéconomique. Je pense qu'on pourrait mieux utiliser ces outils, mais il faudrait les dégraisser très fortement pour en extraire ce qui est vraiment important et laisser de côté ce qui est moins important, parce que ce processus est devenu extrêmement confus, très touffu, et on perd de vue l'idée de ces rééquilibres. Je pense que c'est très important ça, parce qu'en zone euro, on n'a pas assez d'inflation. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas assez d'inflation? Donc, quand l'inflation du cœur est à 1%, c'est trop bas. C'est trop bas étant donné la reconvergence nécessaire. Si un pays doit récupérer de la compétitivité, il faut que ses prix augmentent moins vite qu'en Allemagne. Si l'inflation est de 1% en Allemagne, comment voulez-vous faire sans avoir de la déflation? Or, quand un pays a beaucoup de dettes, s'il y a de la déflation, le ratio dette sur PIB augmente inexorablement, et donc on se retrouve avec des spirales déflationnistes. Ça, c'est très dangereux. Et donc, on a un besoin de plus d'inflation en zone euro et on n'arrive pas à l'obtenir. On va maintenant laisser la parole à la salle, donc n'hésitez pas à vous manifester, on va vous faire passer un micro. Oui. Avec l'euro, on pensait que les pays allaient converger, mais en réalité, les pays les plus forts industriellement sont devenus encore plus forts puisqu'il n'y avait plus de risque de change au plan commercial. Et finalement, j'ai l'impression qu'ils divergent plutôt. Parce que les pays qui ont été moins forts industriellement ont beaucoup plus de difficultés à concurrencer les pays industriellement forts comme l'Allemagne ou les Pays-Bas. Alors, en réalité, il y a de la convergence. Il y a eu de la convergence. Les PIB par habitant, encore une fois, ont convergé, pas forcément très vite. Certains pays ont plus de mal que d'autres, mais il y a eu de la convergence. Maintenant, c'est vrai qu'il y a aussi des effets d'agglomération en Europe, avec donc le centre de l'Europe qui tend à concentrer les activités, et les pays périphériques qui ont du mal à trouver leur modèle. Et je pense que là, il y a quelque chose à concevoir au niveau européen,
qui est qu'on a des pays comme par exemple le Portugal qui forment de la main-d'œuvre, et si la main-d'œuvre doit aller travailler dans le centre de l'Europe, en Allemagne disons, pour simplifier, un jour il faudra faire comme au foot. Si vous achetez un joueur au club qu'il a formé, ce n'est pas un don, vous devez l'acheter. Et donc on pourrait imaginer des transferts pour compenser les investissements en capital humain qui se sont faits dans les pays périphériques. Maintenant, on retrouve au niveau européen les discussions qu'on peut avoir au niveau français entre les métropoles et les territoires ruraux, qui est que, du point de vue économique, eh bien, c'est optimal de concentrer les activités dans les métropoles, parce que dans une économie de service, c'est là que ce sera le plus productif. Maintenant, ça laisse des territoires à l'abandon. Et donc, qu'est-ce qu'on offre à ces territoires? Eh bien, on a un peu la même problématique dans l'Union européenne. Quel est le modèle pour les pays périphériques? On a peut-être été un peu naïf en pensant que le marché allait régler tout ça. Normalement, si il y a une crise dans un pays, les prix vont baisser jusqu'à ce que des investisseurs trouvent que c'est une bonne affaire et aillent réinvestir dans le pays. Bon, c'est pas ce qu'on voit en Grèce, mais le Portugal ou l'Irlande sont quand même des exemples de pays qui sont redressés de manière spectaculaire de la crise. Donc, ce n'est pas une fatalité. Bonjour, j'ai une question quant au TAFTA et au CETA. Je me demandais dans quelle mesure le potentiel commercial de ces traités contrebalance-t-il la potentielle perte de souveraineté que peuvent entraîner de tels traités, notamment à travers les tribunaux d'arbitrage internationaux? Alors ça, c'est plutôt pour la session sur la mondialisation. Le CETA, hein, c'est ça. Donc il a été attaqué sur ce sujet-là, puis sur le sujet environnemental. Je vais commencer par le sujet environnemental parce que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans les sondages en France, qui est que le commerce international et les traités sont mauvais pour la planète. Et en fait, c'est vrai et faux. C'est vrai dans la mesure où le commerce international donc, passe par des transports maritimes et aériens, mais surtout maritimes, avec du carburant qui échappe à la taxation environnementale. Et donc, en quelque sorte, il y a trop de commerce international. On subventionne le commerce international en ne taxant pas. Donc ça, c'est un problème. Néanmoins, les émissions de carbone viennent essentiellement, prioritairement des activités locales. Le transport local, de l'agriculture, des industries, donc de chauffage. Enfin, donc on ne peut pas non plus mettre sur le dos du commerce international le réchauffement de la planète. Maintenant, sur les tribunaux d'arbitrage, ce qui est assez curieux aussi, c'est que ces tribunaux d'arbitrage, ils existent depuis très longtemps. En France, les Européens en ont. Donc quand c'était avec les pays d'Afrique, ils trouvaient ça tout à fait normal. Et ce n'était pas du tout un abandon de souveraineté. Et maintenant que c'est avec le Canada, d'un seul coup, on se dit « Ah, c'est un abandon de souveraineté ». Donc moi, je pense que l'accord qui a été trouvé finalement pour le Canada, avec des tribunaux qui ne sont pas ad hoc, qui sont publics, c'est une bonne avancée. Je pense que c'est une bonne avancée. Je pense que l'accord CETA, c'est un accord nouvelle génération, plutôt beaucoup mieux que les anciens accords. Oui, bonjour. Vous parliez de l'inflation tout à l'heure, et je voulais vous demander si un moyen justement pour avoir un peu plus d'inflation dans l'Union européenne, ce ne serait pas de réformer la Banque centrale européenne, puisque celle-ci ne s'emploie qu'à réduire l'inflation en Europe. Alors, la Banque centrale européenne rêve d'avoir plus d'inflation. Parce que s'il y avait plus d'inflation, elle pourrait arrêter ses politiques non conventionnelles. Bon, qu'elle l'a déjà partiellement arrêtées, mais elle continue à réinvestir les actifs qu'elle a achetés quand ils viennent à échéance. Et il y a de plus en plus de risques de stabilité financière. Donc la Banque centrale européenne, si on lui donnait la recette, elle rêve d'augmenter le taux d'inflation. Il n'est qu'à le taux, disons, hors énergie et produits frais, il est seulement à 1%. Il monte un petit peu, mais il est depuis longtemps trop loin de 2%. Donc je pense que s'il y a bien un acteur en Europe qui a essayé de monter le taux d'inflation pendant la crise, c'est la Banque centrale européenne. Et si on a si peu d'inflation, c'est plutôt du côté des gouvernements qu'il faut regarder ça. Et en particulier, ce qui est une erreur de politique économique en 2012 et 2013. Bon, c'est vrai que la BCE, en 2012 et 2013, ne faisait pas encore le quantitative easing.
Donc on pourrait dire que la Banque centrale européenne a agi trop tard. Mais les gouvernements ont serré les boulons à mort en 2012 et 2013, alors que l'économie européenne a fait une rechute. Il y a eu la chute de 2009. Ensuite, l'économie européenne s'est redressée. Et ensuite, toute seule, alors que les autres pays dans le monde continuaient à remonter, eh ben, la zone euro a rechuté. Et là, eh ben, la Banque centrale européenne avait fait déjà pas mal de choses, elle n'a pas fait de choses supplémentaires, et les gouvernements, y compris ceux qui n'étaient pas contraints, ont fait de l'ajustement budgétaire très fort, et donc ça a accentué la crise. Donc je pense qu'une partie de la faible inflation vient de là. Bon, l'inflation, elle est faible partout dans le monde, hein, donc quand on parle de faible inflation, on est toujours sur des petits... Enfin, ça n'a rien à voir avec les années 70. Mais il y a un déficit de demande en zone euro qui se traduit d'ailleurs par un excédent extérieur. Ça sera la dernière question de la D'accord. session. Donc Bertrand Séné, en fait, vous avez évoqué le marché obligataire en parlant notamment de l'Italie et de la Grèce. Et vous avez dit notamment que en fait, ce n'était pas nécessairement un bon système parce que les marchés peuvent se tromper. En fait, j'irais beaucoup plus loin que ça. C'est que, en fait, marché obligataire, c'est un petit peu compliqué à comprendre, mais en gros, quand un pays a des grosses difficultés, les gens qui possèdent des obligations, donc qui ont financé l'État en question, peuvent se retirer et revendre leurs obligations sur le marché secondaire. Et en fait, quand l'État, par exemple la Grèce, va vouloir se financer, eh bien, elle va vouloir émettre des nouvelles obligations, mais elle ne va pas trouver de preneur. Et donc, ça fait qu'elle est obligée de mettre un taux d'intérêt extrêmement élevé pour arriver à trouver des gens qui veuillent bien la financer. Le système en lui-même, c'est un petit peu comme si vous alliez chez le banquier et que vous disiez j'ai un problème, c'est que j'ai perdu mon boulot. Et donc, mes mensualités, est-ce qu'on pourrait les réduire un peu provisoirement? Et votre banquier vous dirait, mais pas du tout, moi je suis super inquiet, j'ai très peur que vous ne me remboursiez pas, donc vous me remboursez tout de suite. C'est un petit peu ça, en fait, le marché obligataire. Donc, c'est juste un problème systémique, c'est-à-dire que, à mon avis, il faudrait vraiment changer de mode de financement de l'État parce que c'est extrêmement problématique et ça a plombé la Grèce, ça a doublé sa dette, et c'est juste ce système-là qui a fait que ça a doublé sa dette. Ou je me trompe? Alors, je ne suis pas sûre d'avoir compris parce que je trouve que vous avez une vision du marché obligataire qui est un peu idéalisée. Ce qui s'est passé en zone euro, c'est justement pas ça. C'est justement que la Grèce est allée sans arrêt voir les marchés en disant « prêtez-moi, certes ma dette n'est pas soutenable, mais c'est pas grave, prêtez-moi ». Et les marchés ont dit « mais oui, mais pas de problème ». Et ils ont prêté au taux allemand à la Grèce. Et ils ont continué. Et le fond de la question, et ça on n'a pas encore parlé de ça, c'est que le traité a été mal écrit. Le traité de Maastricht a été mal écrit. Il y a une contradiction. Pas de monétisation, pas de restructuration, pas de renflouement. On fait quoi? Donc les marchés n'ont pas cru. Hein, le traité disait la Banque centrale européenne ne peut pas éponger les dettes. Très bien. Les partenaires européens de la Grèce ne peuvent pas éponger les dettes. Très bien. Et vous n'avez pas le droit de restructurer. Bon, les marchés n'ont pas cru à tout ça. Et ils ont pensé que si la Grèce avait un problème, eh bien, les autres pays viendraient l'aider. C'est ça qui s'est passé. Et c'est pour ça qu'ils ont continué à prêter à taux très bas. Alors, on pourrait réécrire le traité. Je crois que là, un enjeu aujourd'hui, c'est savoir comment on fait une restructuration. C'est d'ailleurs l'enjeu majeur. C'est comment est-ce qu'on fait une restructuration de dette publique à l'intérieur de la zone euro sans que ça provoque l'éclatement de la zone euro. Ça, c'est le sujet majeur. Est-ce que ça résoudra pour autant complètement les problèmes? Je ne pense pas. Parce qu'en Asie, en 1997, les marchés non plus n'avaient pas anticipé la crise. Ils avaient prêté aux pays asiatiques, les yeux fermés, alors que c'était ils avaient prêté aux banques pour construire des immeubles de bureaux vides. Il n'y avait pas de locataires, les immeubles étaient vides. Et le temps qu'ils s'en rendent compte, il y avait déjà, la bulle avait déjà bien progressé. Donc je pense qu'il faut avoir une vision un peu balancée des choses. Rien n'est parfait, et c'est pour ça que je pense qu'on a quand même besoin des règles budgétaires. Parce qu'on ne peut pas faire confiance totalement au marché, mais pas non plus complètement au gouvernement. Donc si on a un peu plus ceinture et bretelles, comme on dit, ça va nous aider. Merci madame pour vos réponses claires. Merci à tous et à toutes.